La première communication s'intitule Alimentation locale, maladies chroniques et cicatrisation. Et je demande donc à Madame Gustave de se rendre au pupitre pour sa première intervention. Bonjour à tous et à toutes. Quand j'ai été sollicitée pour faire cette intervention, et selon le thème qui m'avait été demandé, j'ai dit que j'aurais au moins voulu parler du jardin créole comme un lieu de pérennisation de tous les savoirs populaires, du point de vue culturel, technique, et comme l'a dit si bien l'ancien directeur de l'INRA qui s'appelle M. Degras. Donc, dans ce jardin créole, eh bien, il y a une riche biodiversité comme celle qui existe dans la Caraïbe et en particulier la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe figure parmi les 10 points chauds du globe terrestre, c'est-à-dire où la biodiversité est très, très importante. Alors, pour parler de cette biodiversité, j'ai rappelé qu'il y a environ 3800 espèces de plantes, et c'est le célèbre botaniste Fournier qui l'a étudié depuis 1964. Alors, parmi ces plantes, il y a 220 comestibles, et parmi ces comestibles, vous avez des fruits, des légumes, des tubercules, 130 fruits, 60 légumes, 20 tubercules, 10 noix et graines. Et surtout, ce qui doit nous interpeller, et surtout moi qui suis président de l'Association des plantes aromatiques et médicinales de Guadeloupe, il y a 625 plantes médicinales. Alors, je me suis demandé quels sont les aliments locaux, quels sont leurs bienfaits et en quoi ces aliments peuvent prévenir, soigner les maladies chroniques, les maladies de civilisation. Alors, des légumes, des fruits, des féculents. Alors, souvent de grandes valeurs nutritives, mais malheureusement, des légumes. Vous avez gombo, qu'on ne trouve pas beaucoup sur le marché, les petits concombres. Vous avez encore les parocas, c'est la variété qui est déjà améliorée. Le cochlearia que ma grand-mère me faisait manger quand j'étais gosse. Vous avez le pikenga. À droite, sur les marchés, on trouve beaucoup le gingembre, voilà, les christophines. Vous avez les giromons et des féculents de Guadeloupe, bananes jaunes, fruits à pain et patates douces. Bon, alors voilà encore un féculent qu'on commence à trouver assez sur les marchés. Eh bien, c'est le manioc doux. Et ici, on ne mange pas tellement les feuilles, mais les feuilles aussi sont comestibles. Vous avez les ignames, vous avez les madères, et aussi très rares, vous avez les pas possibles, ce sont les ignames qui ont très bon goût. Alors, les ignames jaunes et les adors. Voilà, une autre variété que j'ai filmée devant le marché des abîmes, et bien sûr, les poyos, et qui doivent être bien connus par les diabétiques. Alors, voilà une autre variété. Le pois de bois, et pois d'Angole aussi, où déjà, au Nigérian, il y a un médicament qui est utilisé pour soigner les drépanocytaires. Alors, voilà encore des vues de marché avec nos fruits et nos légumes. En voici d'autres. Voilà, une variété de bananes, la banane tisane. Alors, vous avez le corosol, une autre passiflore, des mangues, des goyaves. Et très rare, ici, c'est la pomme pin que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas. Et ici, dans une ferme aux abîmes, vous avez les jacques. Ce sont des petits cousins de l'arbre à pain. Et le roucou. Et encore un marché avec des épices, des piments végétariens, etc. Donc, on se nourrissait de la plupart de ces fruits et légumes, mais depuis que la société de consommation a pris des devants, eh bien, souvent, on ne mange pas autant qu'avant ces ressources de Guadeloupe. Alors, avant l'arrivée, et c'est pourquoi j'ai dit que les ressources alimentaires étaient nombreuses, racines, fruits, la viande en faible quantité, parce qu'on ne pouvait pas en avoir, et on marchait. Mais aujourd'hui, avec
et le bien-être, eh bien, c'est souvent la malbouffe et on mange des aliments déjà très préparés, hein, sans vitamines, puisqu'ils ont été très formatés, la chaleur a tué les vitamines, pâtes, riz, enfin vous connaissez hein, tout ce que l'on trouve dans les supermarchés. Et alors, on cueillait des fruits. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, c'était pendant les vacances, ça se faisait. Bon, et on ne marche plus maintenant. Moi, je suis enseignante et devant la porte des établissements scolaires, les parents, c'est tout juste s'ils ne rentrent pas avec la voiture à l'intérieur des établissements. Bon, alors, on reste longtemps devant son ordinateur. Donc, tous les personnels de santé sont unanimes à dire qu'actuellement, eh bien, c'est la malbouffe qui explique pas mal de maladies, de civilisations, de maladies chroniques. Alors, rapidement, des maladies modernes, vous les connaissez, ce sont les maladies cardiovasculaires et la prévalence en Guadeloupe, 33%, Martinique, 37%, la France, 26%. 3 fois plus de diabétiques traités en Guadeloupe et en Martinique par rapport à la France. Donc, un Guadeloupéen sur 4 est hypertendu. Un enfant guadeloupéen sur 4 est en surcharge pondérale. Alors, 1 sur 2 adultes en surcharge pondérale également. L'obésité devient une véritable épidémie. Et selon les statistiques de l'OMS, en 2015, la planète devait compter 1,5 milliard d'adultes en surpoids et plus de 700 millions d'obèses. Alors, à l'échelle mondiale, on sait pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, hein, souvent imputés au surpoids et à l'obésité. Alors, le diabète, des informations que j'ai eues en tant que présidente de l'Association des plantes aromatiques et médicinales, eh bien, et la prévalence, 10,1% pour la Guadeloupe, 7,9% pour la Martinique, 6,8% pour la Guyane, 7,4% pour la Réunion, contre 3,75% en France. En Guadeloupe et en Martinique, avec les médecins avec lesquels j'ai côtoyé, eh bien, qu'est-ce qui m'a été dit? C'est la première cause de dialyse, la deuxième cause de cécité, la troisième cause d'amputation. Bon, alors, très rapidement, des rappels que tout le monde sait. Nous mangeons, parmi les aliments que nous mangeons, nous avons des glucides. Les glucides, à l'intérieur du corps, sont transformés par des enzymes, les enzymes qui simplifient les grosses molécules en de petites molécules. Exemple, vous avez les glucides vont donner du glucose, qui est une petite molécule, c'est celle qu'on trouve dans le sang. Et pour parler du sucre du sang, on va utiliser un terme qui est la glycémie. Alors la glycémie à peu près normale, 0,8 à 1 g par litre, mais si le matin à jeun et de façon constante, nous avons 1,26 g par litre de sang, c'est le diabète et en créole, on dit en caféique. Alors, donc, nous avons toute une kyrielle d'aliments, mais tous les aliments n'enrichissent pas notre sang de la même façon. Alors, les scientifiques, les chercheurs ont des normes. Eh bien, on parle maintenant de l'index glycémique qui indique comment un aliment peut enrichir notre sang. Eh bien, vous avez des aliments qui ont un index glycémique faible, d'autres moyens et d'autres forts. Par exemple, le pollo 40, le fruit à pain 60, la pomme de terre 85, la patate douce 50. Donc déjà, j'ai mis entre la pomme de terre et la patate, on dit douce, mais c'est la patate, eh bien, vaut mieux prendre la patate, même si, en apparence, elle est sucrée, d'autant plus que l'INRA a mis au point la pomme patate, qui est une variété de patate non sucrée, mais malheureusement, les goûts sont déjà formatés et beaucoup d'Antillais vous disent « Moi, là, quand mangeons patate, eh bien, si pas doux, moi, pas en patate. » Eh bien, on a fait des tests, et peut-être ce n'était pas suffisant, mais j'ai eu l'occasion de goûter à des aliments que l'INRA avait fait pour lancer la pomme patate. Donc, nous avons des aliments à sucre rapide, à sucre lent, des notions à bien connaître quand on est diabétique. Alors voilà, j'ai voulu mettre dans mon diaporama une constatation qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Frank Hu aux États-Unis et qui dit attention aux boissons gazéifiées. Une canette de boisson gazeuse par jour peut faire grossir de 6,5 kg en une année. Donc une canette apporte en moyenne 150 calories, c'est l'équivalent de 10 cuillerées à sucre
par jour. Alors, je vous l'ai déjà dit, entre la patate et la pomme de terre, préférant. Pourquoi? Ce sont deux féculents, ce sont deux familles tout à fait différentes. Une, c'est une solanacée, la pomme de terre. L'autre, c'est une dioscoréacée, c'est la patate douce. Et comme j'ai dit, les index glycémiques ne sont pas les mêmes. Bon, alors, donc, pour encore avoir des moyens de contrôle, il y a un calcul qui a été fait, c'est la charge glycémique. La charge glycémique, eh bien, on prend l'index glycémique. Eh bien, on connaît la masse des glucides de l'aliment, la masse de l'aliment, hein, le rapport est sur 100. Et on arrive à avoir toute une série de chiffres qui renseignent le médecin, qui renseignent le formateur. Alors, vous avez des charges glycémiques au-dessus ou égal à 10, ou encore entre 10 et 20, ou encore au-dessus de 20. Alors, ce sont des notions que l'on peut trouver très bien sur Internet, et en particulier dans la thèse de Madame Tatiana Osmar, qui est docteure en pharmacognosie et qui est actuellement en Guadeloupe. Il y a à peu près 3 ans qu'elle a soutenu sa thèse devant l'Université de Bordeaux. Donc, j'ai puisé dans sa thèse, et voilà, hein, le giromon, l'index glycémique est 75 pour une portion de sang, et la charge glycémique est 4. Donc, on voit qu'entre giromon et pain complet, la charge glycémique est 30, eh bien, il n'y a pas photo. Alors, il y a 3 catégories d'aliments en fonction de l'index glycémique. Vous voyez, faible, moyen et fort. Eh bien, c'est ce que tout le monde utilise, les pains blancs, les pains complets, les croissants, pains au raisin, etc. Alors, que faire? Comment lutter? Eh bien, comment lutter contre ce diabète de type 2? Eh bien, privilégions tout ce qui nous apporte et tous les aliments qui ont un index glycémique bas, à la limite moyen. Donc, vous avez les pois, tous les pois, les poyos, et vous avez à droite le malanga, par exemple, c'est 44. Alors, quelques indications pour les produits entiers. Vous avez les poyos, les avocats, zéro, qui ont des avocats, c'est gras, mais ce sont de bonnes graisses qui ne sont pas saturées. Donc, vous avez aussi, on l'a déjà dit, les malangas, 45, feuilles à pain 60, patates 50, madère 54, malanga 55, et les légumineuses 30. Alors, donc, index glycémique faible. Alors, voilà pour les produits courants que l'on utilise beaucoup. Vous voyez, 80 pour les pains, 88 pour les pommes de terre, et encore lorsqu'il y a en purée ou encore pommes de terre cuites à l'eau, ça n'a rien à voir. Le riz, tout ce qu'on aime. Donc, voilà. Alors, n'oublions pas nos pois qui sont très riches du point de vue de la composition. Quand beaucoup de protéines, vous savez, il y a des gens qui sont des adeptes qui ne mangent pas de viande du tout et qui se rabattent sur les pois. Les pois sont tous les pois, depuis les pois cannes, les pois de bois, les pois savons, tous les pois sont très riches en protéines. Alors, apportent du fer, du calcium, du potassium, la vitamine B1, B6 et peu de gras, sauf dans le cas du soja et de l'arachide. Donc, les pois ont un index glycémique bas, faible. Alors, voilà pour la Noël l'année dernière, une association de Saint-Claude m'avait demandé de parler des pois et j'avais ramassé sur le marché ces pois beaucoup sous pois savons, vous voyez, beaucoup de variétés que nous ne devons pas oublier et qu'on trouve sur les marchés. Alors, les pois de la Guadeloupe, autres pois de la Guadeloupe d'origine, Afrique, surtout Amérique, Afrique et l'Asie. On commence à les trouver sur le petit marché bio qui se trouve derrière RFO et il y a des agriculteurs qui commencent à les faire connaître. Pourquoi des pois? Les pois, ce sont des légumineuses et il y a une molécule, un principe actif qui est l'arginine. Les pois sont une bonne source d'arginine. Et vous me dites si je peux couper et faire 5 minutes. D'accord. Alors, le L-arginine, c'est un précurseur du monoxyde d'azote. Alors, on a observé que chez les patients diabétiques, ce monoxyde d'azote a tendance à diminuer, ce qui entraîne une certaine résistance aux cellules cibles, qui sont les cellules qui sont capables de recevoir l'insuline. Eh bien, des expérimentations
ont été faites lorsqu'on ajoute environ un peu de L-arginine, on entraîne une augmentation du monoxyde d'azote et cela entraîne une augmentation de la sensibilité hépatique et périphérique à l'insuline. Alors, ça a été fait aux États-Unis. L'administration de 3 grammes de L-arginine 3 fois par jour sur un mois à des patients diabétiques entraîne une amélioration significative de la sensibilité à l'insuline des cellules cibles. Donc, voilà encore, quand on dit les aliments de Guadeloupe, les aliments locaux, en quoi ces aliments peuvent contribuer à soigner et à prévenir les maladies de civilisation. Voilà l'aubergine qui est à consommer par les diabétiques et les hypertendus. Pourquoi? Parce que dans l'aubergine, vous avez, l'aubergine est capable d'inhiber les enzymes alpha-amylase et alpha-glucosidase. Ce sont des enzymes qui travaillent sur les glucides, qui simplifient, qui hydrolysent les glucides et qui les transforment en des molécules simples. Donc, non seulement il y a cette action sur les enzymes, mais encore, ce sont des aliments qui sont riches en antioxydants, les antioxydants qui nous permettent de lutter contre les radicaux libres qui nous agressent et qui sont liés à notre mode de vie. Bon, alors, voilà encore la cannelle qu'on a appris à mettre dans nos gâteaux ou bien dans notre chocolat, petite dose, une prise. Eh bien, la recherche a montré que l'action de la cannelle imite l'action de l'insuline pancréatique. Alors, on donne, mais attention, les diabétiques, il faut faire attention parce qu'on ne fait pas n'importe quoi et la cannelle peut être une cause d'allergie. Alors, là, ce qui est recommandé, eh bien, moins de 10 grammes par litre quand on veut prendre la cannelle. Autrement, il peut y avoir irritation et phénomène d'allergie. Alors, voilà une plante encore qu'on trouve un peu partout maintenant, bien connue par la communauté haïtienne, qui s'appelle liane palmier, Tinospora crispa, qui est amère comme du fiel et qui est capable de faire abaisser la glycémie. On fait des décoctions des tiges à 30 grammes par litre. Alors, j'ai rappelé l'activité hypoglycémiante de la liane serpent, qui entraîne une stimulation de la sécrétion d'insuline, et l'expérimentation a montré que l'administration de 250 mg d'extrait sec de poudre 2 fois par jour pendant 2 mois diminue significativement le taux sanguin de glucose. Alors, donc, mais attention, ce sont des plantes intéressantes, mais qui présentent une certaine toxicité pour le foie et les reins. Alors, voilà une autre qu'on trouve un peu partout, qui s'appelle Gonabafeuille, qui est amère également, et qui agit. Et comment Gonabafeuille agit? Eh bien, vous avez l'amidon qui est simplifié en glucose, eh bien, le Gonabafeuille empêche que cette hydrolyse se fasse convenablement. Donc, tout ce qui est capable de donner du sucre, donc, est ralenti, et ainsi, vous en avez moins dans le sang, et si vous en avez moins dans le sang, vous serez moins embarrassé. Alors, il y a aussi une action pour abaisser le taux de cholestérol du sang. Mais attention, encore, ce sont des plantes qui sont toxiques pour le foie et les reins. Le paroka, voilà, le paroka, et qu'on utilise, la décoction du fruit, on fait bouillir pendant 5 à 10 minutes, et c'est très intéressant. Il y a l'oncle d'un personnel de santé très au courant qui, ne voulant pas prendre les médicaments du médecin, s'est mis à utiliser le paroka en grande quantité. Eh bien, il est passé dans le schéma inverse, il a fait une hypoglycémie, et c'est le centre hospitalier qui l'a reçu. Voilà une autre plante encore qui s'appelle caïmite, que l'on utilise souvent, que les gens qui sont diabétiques utilisent en infusion. Alors, et maintenant, comme les plantes voyagent avec les hommes, nous avons ici la stevia qui commence à faire son entrée en Guadeloupe, mais c'est une plante mal adaptée que l'on trouve uniquement dans des jardins et qui donne l'illusion d'un sucre, mais ce n'est pas un aliment et ce n'est pas une plante qui apporte du sucre, qui est mobilisable et en glucose. Bon, alors, donc,
nous avons le cholestérol. On peut s'arrêter ici parce que le même thème, je l'ai mis dans ce même... Et on va continuer par la suite. Voilà, merci à Mme Gustave pour cette première présentation. Je pense qu'on a encore le temps pour 2 petites questions. On a le temps, après ce tour d'horizon complet sur les richesses que nous avons dans notre région, je pense qu'il y aura peut-être 2 questions dans la salle avant de continuer sur la présentation suivante. Bon, oui, c'est bon. Oui, ce n'est pas vraiment une question sur votre exposé, mais en fait, parce que ça a été un peu rapide. Donc, c'était pour savoir, est-ce que vous faites des formations ou où on peut vous trouver pour avoir plus de... Bon, alors, je pourrais vous donner une formation. Écoutez, et je suis obligé de dire pourquoi je suis là. À l'origine, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre. À la retraite, le docteur Henri Joseph, M. Paul Bourgeois, M. Robineau, ils mettent sur pied un diplôme de 3e cycle en phytothérapie et plantes médicinales de la Caraïbe. Et comme je venais de prendre ma retraite, des amis m'ont conseillé d'aller m'inscrire et ainsi, j'ai complété la formation botanique que j'avais eue à Bordeaux en faisant un peu plus de phytothérapie. Et je vous assure que j'en apprends tous les jours. Et nous avons demandé à ce que ça soit perpétué. Mais vous savez, j'ai appris que la demande avait été faite, mais faute de candidature, la formation à Fouillol a été supprimée. Voilà. Parce que bien sûr, pour pouvoir faire cette formation, il faut avoir déjà un certain bagage scientifique. Bon, mais je me rappelle, j'avais proposé, même si vous ne prenez pas des docteurs en sciences, des gens qui ont fait des études de haut niveau, ou encore des médecins, des pharmaciens, ou encore des profs, vous pouvez mettre pour monsieur une catégorie moyenne. C'est ce qui est en train d'être discuté. Mais vous savez, pour mettre en place la formation, c'est ce qui est difficile. Il faut avoir des responsables. Les gens sont déjà partis à la retraite. Monsieur Portécop, eh bien, ce sont des gens que j'ai croisés à l'université. Il a déjà pris sa retraite. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le projet. Et monsieur Joseph Henry, pour ne pas le nommer, il a son laboratoire qui le prend. Et pour l'instant, je ne vois pas encore qui est-ce qui pourra porter le projet. Mais ça fait plusieurs personnes qui posent et qui ont besoin d'avoir des informations. Mais vous allez trouver sur www.aplamedarom.guadeloupe sur le site et sur notre site. Mais moi, je suis Marie Gustave, mon portable 48 34 85. Bon. Bien. Et puis, bon, voilà. Écoutez, peut-être, je vais le mois d'octobre accompagner tous des nouveaux pharmaciens, surtout des pharmaciens, des personnels de santé, autour de la découverte des plantes médicinales de Guadeloupe, et en particulier au jardin botanique de Déé, où il y a un espace dédié, où il y a pas mal déjà de plantes de Guadeloupe. Merci. Bien, 2 petites questions rapides. Oui, bonjour. Une question, est-ce que vous faites des actions au niveau de la restauration scolaire? Si je vous fais part des menus de la cantine de mes enfants, ça ne va pas vous faire plaisir. Donc je déplore aussi les raviolis, les pâtes, les frites, etc. Écoutez, vous savez, je vais travailler en octobre avec une agrotransformatrice qui est une ancienne élève, qui a un enfant qui est allergique à tout et qui fait des formations sur Mornal, Biomorne. Et demain, j'interviens au lycée Hôtelier. J'interviens dans les établissements scolaires plusieurs fois, et ce qui me désole, on vient me dire, viens faire la propagande pour pouvoir manger local, pour montrer l'intérêt. Mais dans le même temps où j'arrive, les gens qui ont monté le projet, eh bien, qu'est-ce que je vois dans l'assiette? La viande hachée, venue de je ne sais pas où, de la purée de pommes de terre et un yaourt. Je dis, à quoi ça sert que moi, je sorte et vous êtes dans l'établissement scolaire? Il y a un principal, vous avez des parents d'élèves. L'action doit venir. Madame, je suis désolée que ça se passe toujours comme ça. Mais
le marché n'est pas très, très bien organisé. Les gens ont besoin de savoir à l'avance, sur 3 mois, que tous les jours, ils auront pâtes, purée, etc. Et nos marchés avec la Chambre d'agriculture, c'est peut-être pas très, très bien ficelé encore. Mais vous savez, il faut quand même faire un pas et essayer de corriger ce qui ne marche pas encore très bien. Enfin, je le souhaite. Je vois qu'il y a une dernière question. Oui. Madame Gustave, je ne sais pas si je n'ai pas pu suivre. Vous n'avez pas parlé de la banane jaune. Oui, bien, la banane jaune n'a rien à voir du point de vue... Et comme le poyo. Quand je dis index glycémique 40, pour le poyo, la banane jaune est riche en sucre. Ça n'a rien à voir avec... Et on peut faire... D'ailleurs, je n'ai pas pu montrer, je ne sais pas si l'on le diaporama, mais j'ai du diaporama. Et j'ai dit, si jamais on a besoin de d'autres informations, vu le temps, parce que c'est un sujet, j'aurais pu parler aussi de la banane jaune. La banane jaune est riche, mais ce n'est pas un aliment à privilégier, en particulier chez les diabétiques, parce que le taux de sucre est beaucoup plus important. Dans la banane verte, où vous avez l'amidon qui n'a pas été transformé, vous avez des amidons résistants. Si bien que quand vous mangez la banane et le poyo, vous mangez un aliment leurre, c'est-à-dire qui traverse le tube digestif sans que les amidons soient transformés en glucose. Donc c'est intéressant, c'est bon pour tous les diabétiques. Ils mangent, ils savent qu'ils n'ont plus faim, mais ça ne leur apporte pas beaucoup de sucre. Donc entre banane jaune et banane verte, les choses sont tout à fait différentes.